Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-David Rezaïov. Je suis un des cofondateurs d'Agoralliance avec mon associée Anne-Solène ici présente. Agoralliance, en deux mots, c'est un incubateur, accélérateur pour les entrepreneurs venus d'ailleurs, c'est-à-dire ceux ou celles qui ne sont pas nés au Canada et où que les personnes se trouvent au Canada, étant donné que tout ce que nous le faisons à distance. Donc, ça nous permet d'accompagner des entrepreneurs à travers l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Et justement, depuis ces derniers temps, ça s'accélère. Cette activité hors Québec, aujourd'hui, représente plus de 80% de notre activité. Donc, comme quoi le distanciel a des vertus qu'il ne faut pas ignorer. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur. Mais on va voir, est-ce que vraiment on doit avoir peur? Donc, vous savez, quand on est travailleur autonome, on l'a tous peut-être été un petit peu avant d'être entrepreneur incorporé ou en étant en parallèle d'un emploi. On se dit, oui, mais travailleur autonome, en fait, c'est pas très lourd à gérer, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'exigences, etc. Donc, on peut le faire un petit peu, comme on dirait en bon français, freestyle. Et en fait, on se rend compte que pas tellement, en fait. On va se rendre compte que il y a des certain nombre de choses à faire quand on est travailleur autonome, notamment à la fois sur les aspects légaux, sur les aspects fiscaux, sur les aspects comptables. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux personnes expérimentées du sujet. Donc je vais vous présenter et puis ensuite on va passer dans un mode un petit peu de questionnement. On va passer d'une question à une autre pour essayer de vous donner un panorama le plus large possible, sachant que ce webinaire est plus un webinaire de sensibilisation, d'information. Il n'a pas vocation à être une activité de formation ou de conseil, mais ça va vous donner quand même un certain nombre d'éléments, quelques garde-fous, quelques trick and tips, comme on dit, pour prendre conscience de l'importance que ça peut avoir de bien faire les choses et puis globalement après d'arbitrer ce que vous devez faire ou ce que vous devez déléguer pour être sûr que vous n'ayez pas un jour des mauvaises surprises. Donc je vais commencer par présenter nos deux panélistes. Donc Audrey Gisèle Azo. Alors Audrey, c'est quelqu'un, elle adore les chiffres. C'est sa passion. Donc elle a créé une compagnie qui s'appelle AZ Compta Virtuel et elle accompagne plus de 300 entrepreneurs par an. Donc, elle voit des entrepreneurs autonomes ou pas autonomes. Elle en voit passer dans tous les secteurs d'activité, dans tous les niveaux de maturité de projet, dans différents pays aussi. Je crois savoir qu'Audrey accompagne des personnes au Canada et hors du Canada. Et donc, elle est tout à fait au fait de tout ce qui est comptabilité, déclaration fiscale, analyse de besoins de financement, enfin, toutes ces joyeusetés, comme on dit. Et puis, Audrey, en fait, elle a le cœur entre deux continents et deux pays. Elle a le cœur en Afrique, et notamment au Cameroun, dont elle est originaire, mais aussi elle a le cœur pour le Canada, qui est son pays d'adoption, et notamment le Québec, où elle réside. Donc, et on voit que cette partition du cœur, en fait, comme on dit, hein, l'amour se partage à l'infini. Hein, c'est pas parce qu'on en donne à quelqu'un qu'on prive l'autre personne. C'est comme pour les enfants. Donc, et puis elle est accompagnée par son fils pour l'accompagner dans ses projets. Et sachez que Audrey, elle a beaucoup de projets. Elle est très entreprenante avec beaucoup d'idées. Des fois, il faut un peu pas la freiner, mais la tempérer, on va dire. Et puis, l'autre particularité d'Audrey, c'est qu'elle est très au fait des outils Excel, QuickBooks, etc. Mais elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle peut vous faire vibrer, Audrey, parce que son passe-temps, c'est la chanson, c'est la voix, et elle peut vous chanter quelque chose en allant du gospel au classique. Donc, vous voyez un profil assez riche. Et puis maintenant, Marie. Marie aussi, c'est un tempérament. Alors, elle, c'est une entrepreneuse multirécidiviste, on va dire.
Et puis, quand on a commencé à discuter avec Marie, on s'attache, vous savez très bien, chez Agora Alliance, pour ceux qui nous connaissent, on s'attache d'abord aux personnes avant de s'intéresser au projet. Et en fait, ce qui caractérise Marie, c'est que c'est quelqu'un qui sait prendre du recul, qui sait mettre en perspective, qui sait mettre en lumière. Et vous saurez pourquoi, c'est qu'en fait, ses premiers métiers a été d'être un métier de photographe. Donc, capter des instants, capter des lumières, comprendre des personnalités, etc. En fait, c'est une qualité qu'elle a. Elle dit qu'elle rit fort, mais moi, je ne trouve pas plus que d'autres. Donc, voilà. Après. Ça, c'est juste parce que le système fait en sorte qu'il baisse mon son, mais je peux t'assurer que je ris très fort. Ok, d'accord. Anne-Solène a l'air d'accord. Mais ce qu'on apprécie beaucoup chez Marie, c'est elle a une valeur qui est chère à notre cœur, c'est l'empathie. Elle est tellement empathique qu'elle a un surnom, elle s'appelle la Mama des autonomes. Donc, c'est pas pour rien. Et donc, elle a créé une académie des travailleurs autonomes, l'Académie des autonomes. Et elle offre toute une gamme de produits ou de services qui sont vraiment là pour les accompagner dans chacune des situations, chacune des étapes. Donc, elle est un peu la guide, pour ceux et celles qui ont des références de Pinocchio, elle est un peu la Jiminy Cricket des travailleurs autonomes. Donc, et avec une personnalité haute en couleur aussi, beaucoup d'énergie. Donc voilà, voilà nos deux panélistes. J'espère que je vais. Ah, puis une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans l'activité de Marie, c'est que quand vous regardez son site, en fait, vous avez envie d'aller à table. Parce que tout est orienté, tout le vocabulaire est autour des plaisirs de la table. Alors, ça, moi, je suis séduit tout de suite. Donc, regardez son site de l'Académie des autonomes, à mon avis, vous irez vite à la cuisine. Alors, au niveau du sujet qui nous occupe, ben moi, ce que je souhaiterais, c'est commencer déjà peut-être à toi, Audrey, à te poser une première question. C'est que souvent, on se dit, il y a des aspects légaux, il y a des aspects fiscaux, il y a des aspects comptables. Ben, pourquoi s'en occuper, en fait? Pourquoi et pour qui? Pourquoi c'est important? Alors, merci Jean-David déjà pour la présentation. Donc, si je tire, comme tu as dit, on m'arrête. Donc, arrête. OK. Donc, c'est ça. Les aspects légaux, les aspects comptables, c'est important en entreprise, en entrepreneuriat, parce que c'est d'abord pour nous. Nous avons un projet à réaliser. Nous travaillons fort pour ce projet-là et tous ces aspects nous aident à nous conformer pour assurer la réussite de ce projet-là. Donc, c'est un premier pour nous qu'on le fait. Ensuite, on le fait pour le gouvernement. Le gouvernement, c'est la structure qui est chargée là, de mettre en place tout un écosystème pour nous, de mettre des infrastructures pour nous accompagner dans nos projets. Alors, nous faisons juste le retour. Nous faisons notre part dans cette équation-là en nous conformant aux différents aspects fiscaux et légaux qui nous sont demandés. Ensuite, et comme pour finir là, nous le faisons pour nos partenaires d'affaires. Dans le partenariat d'affaires ici, je vais mettre les employés, je vais mettre les fournisseurs et nos clients parce que tous ont besoin d'être protégés en travaillant avec nous. Tous ont besoin de bâtir une relation de confiance avec nous. Et cette confiance-là, c'est la base de tout. C'est la base de notre succès. Donc, c'est pourquoi il est important de tenir compte de ces aspects juridiques et comptables. Ok, donc tu dis c'est important pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est important pour les administrations fiscales, légales, etc. C'est important pour nos collaborateurs. Peut-être que tu serais d'accord de le compléter en disant c'est important aussi pour nos partenaires financiers, peut-être nos banquiers, pour nos fournisseurs, pour nos partenaires d'affaires, parce que tout ça contribue en fait à la confiance, ce que tu évoquais, la confiance, la crédibilité. Donc plus on est capable d'analyser ces chiffres, plus on est capable de les piloter, plus on est capable de les restituer, de les montrer. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que ça intéresse tout le monde, en fait, tout l'écosystème qui est autour de l'entreprise, en fait, de l'activité. Exactement. Okay. C'est la fiabilité de ce que nous allons dégager. C'est si nous sommes conformes. Vous savez, quand il y a juste une annonce là qu'on a trouvé que telle personne, il fabrique des produits avec des animaux maltraités, c'est fini.
Donc, c'est très, très important cette fiabilité qu'on va donner quand nous sommes en règle là, avec les différentes normes. OK, parfait. Alors, Marie, toi, à ton niveau, toi qui es la maman des travailleurs autonomes, est-ce qu'il y a je dirais, des enjeux ou des difficultés, des obstacles que tu observes de façon récurrente vis-à-vis justement de cette population spécifique des travailleurs autonomes? Déjà, merci, pareil, hein, merci Jean-David pour cette belle présentation. Euh, Effectivement, moi je trouve que ce qui est le plus récurrent, c'est le manque de passage à l'action parce que peur de ne pas être parfait, peur de ne pas avoir exactement la réponse exacte à tel et tel client. Sauf qu'en même temps, en s'empêchant de passer à l'action, on s'empêche aussi d'aller vérifier auprès de son marché, auprès de sa clientèle, auprès de ce qu'on pense qui sera la solution qu'on veut offrir, mais que finalement, quand on se confronte à la réalité, eh bien, on trouve que il y a des ajustements à faire qui est tout à fait normal, en fait, dans le cursus, entre guillemets, de travailleurs ou travailleuses autonomes, en fait, de tout type d'entreprise. Mais pour ce public-là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'attendre de faire les choses parfaitement pour pouvoir les faire, c'est selon moi contre-productif et c'est ce qui freine beaucoup de personnes à essayer de démarrer, de se lancer en fait. Parce que de toute façon, ça sera pas parfait. Il y aura déjà des ajustements à faire. Fait que juste passage à l'action pour se réajuster au fur et à mesure en fait. OK. Alors, je pense que ça va résonner notamment pour les personnes qu'on a accompagnées parmi vous, hein. On dit toujours qu'il faut privilégier l'action parce que l'action nourrit la réflexion, alors que la réflexion peut Empêcher d'aller à l'action. empêcher d'aller à l'action. Exactement. Ouais. Donc, c'est encore un nouveau sujet, une nouvelle dimension, je dirais, sur lequel on se dit d'abord, il faut faire, et puis on tire des enseignements, et puis on améliore, on ajuste avec le temps, et voilà. Donc, OK. Audrey, si je reviens vers toi, quand on est un travailleur autonome, quelle que soit l'activité, quel que soit le stade de développement de l'activité, quelles sont les choses indispensables à mettre en œuvre? Et par quoi il faut démarrer en fait? Moi, je dirais, on veut aller en affaires. Travailleur autonome, première chose là, c'est avoir un plan. À chaque étape dans tout ce qu'on veut faire, avoir le plan. Le plan ici, pour moi, c'est comme le GPS. Je sais où je veux aller, j'ai un objectif, j'ai une mission. D'abord, savoir pourquoi je le fais. Je le fais parce que il y a quelque chose qui me parle, j'ai une solution à apporter à un problème. Ça peut être que moi, j'ai vécu ce problème, peut-être un proche a vécu ce problème, je l'ai constaté dans la société, c'est pourquoi je me lance. Alors, j'ai un plan pour les gens, pour leur apporter une solution. Ce GPS-là, c'est comme, ça peut arriver que je trouve qu'à Montréal, là, on a barré la route. Si j'ai le GPS, je vais savoir quel raccourci prendre, quel nouveau chemin prendre. Si je ne l'ai pas, je suis bloqué. Donc, pour moi, à chaque étape, c'est le plan, se fixer ses objectifs. Si je vends, si j'atteins ce chiffre d'affaires, voici ce que je peux faire. Et quand je sais que je veux ce chiffre d'affaires-là, je suis capable de mettre en œuvre les actions. C'est ça qui va me pousser à l'action parce que j'ai un plan. OK. Alors, pour donner une illustration de ça, est-ce que tu as à l'esprit un exemple d'un des entrepreneurs ou une entrepreneur que tu as accompagné et qui a mis un plan en place et comment ça s'est traduit ensuite par rapport à ses activités comptables, fiscales et légales? Est-ce que tu as un exemple en tête? Je vais prendre comme mon propre exemple pour dire, je suis allée en affaires et pourquoi je sais que le plan est important aujourd'hui? Parce que en allant en affaires, moi, j'avais ma mission. Non, je suis venue, je sens que je veux créer des emplois, je veux être le pont là entre mon pays, mon continent et le Canada. Je veux faire quelque chose. Donc, tout ça m'appelle. Alors, moi, c'est tellement fort que je suis en action. Il n'y a pas vraiment un plan dans mon affaire là. Et la première chose, si j'avais dressé le plan, j'aurais su que ça ne va peut-être pas se passer comme je pense. Si je ne trouve donc pas les clients sur un an, par exemple, comment je vais faire pour me financer? En étant employé,
toutes les banques m'appelaient pour me donner la carte de crédit, pour me donner la marge de crédit, monter tous les chiffres, pour me donner même des prêts bancaires. J'ai dit non, 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 j'ai mon argent, j'ai mes économies. Parce que quand on veut aller en affaires, on fait vraiment des économies, on met de l'argent de côté. On est sûr que cette économie-là, écoute, on va changer le monde avec ça. Ah, OK. Là, j'ai dit au banquier, non, je refuse. Quand j'arrive en affaires, c'est là que je vois que la réalité est autre chose, autre chose, autre chose. Je découvre plein de choses et je demande encore au même banquier d'augmenter ma limite de carte de crédit. Non. De m'accorder une marge. Non. Donc, ça là, ça fait partie du plan. C'est un exemple de si on fait le plan, on va savoir quelle action poser avant de se lancer. Si j'avais pris tous ces financements-là avant, ça aurait été vraiment plus facile. Donc, d'abord, ce besoin de financement, avec un plan, on va savoir comment gérer. Et les exemples Ok. sont nombreux à chaque étape du chemin. Ouais. Mais c'est un très bon exemple de montrer que, notamment vis-à-vis de la relation d'un banquier, le banquier ne nous regarde pas de la même manière quand on est un individu ou quand on est un entrepreneur. Non. Je présume que si tu es un individu avec une maison à ton actif, il est très confiant pour te donner du crédit. Si tu es un entrepreneur où il n'y a pas d'actifs dans ton entreprise, il est moins confiant de te donner du crédit. Donc, pour montrer que tout n'est pas égal par ailleurs, en fait. Hein, c'est que, Exactement. Donc, prendre tout ça en compte. Je suis immigrante. C'est très, très rare qu'un immigrant, il a déjà la maison juste après ses études, là. Ça va être un peu difficile pour lui d'avoir ça ou même d'avoir un membre de la famille qui peut avaliser. Ça va être ça. Il prend sa propre situation pour faire son plan. Ce n'est pas la situation de l'autre. Ce n'est pas le GPS de l'autre. C'est moi. C'est ma situation. Et puis, c'est mes limites. Qu'est-ce que je suis capable de supporter? Qu'est-ce que je suis capable? Je me limite vraiment à moi, là. alors ça, c'est un point intéressant hein, qu'on traite. Je fais une petite parenthèse. Je vous invite à regarder ce qu'on appelle l'effectuation, qui parle d'un des paramètres de l'effectuation, c'est-à-dire du comportement réel d'un entrepreneur, c'est de définir sa perte acceptable. Et ça, c'est quelque chose de très important à la lumière de ce que vient de nous expliquer Audrey, c'est que quand on se lance en tant que travailleur autonome, on est prêt à investir du temps, de l'énergie, de l'argent, de la disponibilité, mais il faut définir quelle est la perte acceptable au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et ça permet justement de ne pas se mettre dans une situation où on met en risque sa vie globalement, alors que le projet est au service de votre vie et pas votre vie au service de votre projet. Donc ça, c'est vraiment un paramètre qui est important, de définir sa perte acceptable, notamment financière. Et puis, je présume qu'aussi, il y a cette notion de plan, c'est-à-dire d'anticiper sur les aspects légaux, fiscaux, etc., les menaces et les risques qui peuvent intervenir au fur et à mesure de… Donc, planifier, anticiper, essayer d'anticiper au maximum. Donc, merci Audrey. Donc, Marie, si je prends le point d'Audrey, est-ce que toi, tu as, à travers les différents travailleurs autonomes que tu rencontres, est-ce que tu as pu observer aussi des cas de succès ou d'insuccès du fait de planification ou de non-planification? Je vais parler plutôt pour ma paroisse à moi, de mes expériences à moi, qui la première fois où je me suis lancée, c'était en décoration d'intérieur en 2011, donc dans une ancienne vie. Et je me suis lancée justement à la fin d'un emploi. Je fais comme, bon, ben, c'est le moment d'essayer, tu sais. Et justement, j'avais pas de plan. Puis j'ai essayé plein de choses. Puis je pense que avoir fait un plan, j'aurais gagné beaucoup de temps. J'aurais évité beaucoup de pertes d'argent et de temps et d'énergie, tout ce qu'on veut. Le problème de ne pas avoir de plan, c'est qu'on peut s'en aller dans toutes sortes de directions. Le problème d'avoir un plan, c'est de rester stické sur son plan. C'est-à-dire que quand je me suis lancée en photo, je suis allée prendre une formation de lancement plan d'affaires pour photographe. Et ça m'a aidé, je m'en allais dans une certaine direction, parce qu'en photo, c'est un peu pareil, hein, il peut y avoir 36 façons de faire de la photo. Ça peut être au niveau des musées, ça peut être dans le corporatif, dans le privé en tout cas. Il y a plusieurs alternatives possibles. Et ce plan-là m'a aidé à justement répondre aux dizaines de questions qu'on peut se poser, mais qu'on ne sait pas avant de se les poser. C'est-à-dire que moi qui étais un peu réfractaire au plan d'affaires, pour être très franche, parce que je trouvais que j'avais pas envie d'aller chercher du financement auprès d'une banque, je trouvais pas ça utile.
Mais une fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas pour les autres que je faisais ces réflexions-là, mais pour moi, pour savoir justement vers quel type de clientèle je veux aller, comment je vais aller les rejoindre, c'est qui mes concurrents, qu'est-ce qui existe déjà pour que je me différencie par rapport à la concurrence. Par contre, l'important d'un plan, c'est aussi de savoir en changer et d'être capable d'en changer rapidement. C'est-à-dire que d'avoir un plan permet de se faire une tête, comme tu disais, Audrey, c'est-à-dire vraiment un GPS, comme tu le dis, effectivement, de penser aux problématiques ou aux choses qui peuvent s'en venir ou vers quelle direction s'en aller. Par contre, c'est de rester agile sur tout ce qui peut popper à n'importe quel moment de notre vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse ou de travailleuse ou de travailleur autonome. Parce que, comme je le disais dans la question d'avant, c'est de rebondir parce qu'il y a des changements qui vont arriver. Il y a la COVID qui arrive. Moi, j'étais photographe. La COVID arrive. Hop, j'ai plus de contrat. OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Donc, d'être alerte parce qu'il peut y arriver plein de choses dans notre vie, autant politiquement parlant qu'au niveau des lois, politiques aussi. Mais toutes sortes de choses. Donc, c'est d'avoir un plan pour se permettre de gagner du temps et de savoir plus vers où on s'en va, mais rester ouvert aux changements, aux choses qui peuvent popper parce que ça va arriver de toute façon. Encore une fois, c'est d'être agile dans notre bateau, entre guillemets, tu sais. D'être comme de garder les mains sur alors je vais dire le guidon ou le volant, mais je sais pas c'est quoi le terme pour le bateau, mais c'est ça le principe en tout cas. OK. Donc en fait, c'est avoir une approche structurée, mais pas pour autant rigide. Enfin, ne pas se laisser enfermer dans la structuration qu'on a imaginée avant, parce que la réalité d'après n'est pas forcément le reflet de ce qu'on a imaginé avant. Globalement, OK. Alors, Audrey, on a parlé de plan, l'importance de planifier, etc. Mais dans toutes ces tâches qui sont comptables, fiscales, juridiques, etc., moi, il y a la question qui me vient souvent. Qu'est-ce qu'on doit faire soi-même quand on est travailleur autonome et qu'est-ce qu'on doit déléguer? Et si on doit déléguer, à qui on doit déléguer? Bon, ça, c'est des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on va faire soi-même, comment déléguer et à qui déléguer? OK. Quand on est travailleur autonome, moi, je pense à mon niveau là qu'on va d'abord faire beaucoup soi-même et c'est important. Parfois, on va croire qu'on est en train de perdre du temps, qu'on est en train de perdre de l'argent et tout. Moi, j'appelle ça le 80% qui est nécessaire là pour que, par la suite, 20% produisent les résultats. C'est comme la perte qu'il faut, la perte nécessaire. On va faire soi-même. Pourquoi? Parce que, comme Marie disait, quand on fait le plan, on regarde, par exemple, qui sont mes concurrents? Qu'est-ce qui se passe dans mon domaine, dans mon industrie? Comment me différencier? C'est nous qui pouvons sortir cette information et qui allons la transmettre aux autres. C'est nous qui allons savoir quand je veux prendre un comptable, qu'est-ce que je veux qu'il fasse pour moi? À qui déléguer? Est-ce que je vais aller directement voir un CPA? Est-ce que je vais aller voir un technicien comptable? Est-ce que je vais voir un commis? Est-ce que je vais juste prendre une adjointe administrative pour qu'elle s'occupe de ma comptabilité? Il faut que je sache qui fait quoi dans la vie d'une entreprise. Si j'ouvre un poste, ce poste-là, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce poste? Et je vais calculer le temps. Combien de temps je vais donner à une personne pour occuper pour m'offrir mes services? J'ai besoin de ce temps-là. Et pour vraiment le savoir, il faut que j'ai fait, que j'ai testé, que j'ai essayé au moins de faire et voir que voici où j'ai été bloqué, voici. Et ça va permettre là de déléguer aux bonnes personnes et surtout de déléguer la bonne chose. Parce que parfois, puis je vais dire, il faut calculer cette délégation, les chiffres. Il faut que ce soit calculé. Je délègue pour gagner quoi? Qu'est-ce que je sauve en déléguant?
Est-ce que je délègue juste pour être libre et dire il y a des gens qui travaillent pour moi et puis j'attends quelque chose? Non, c'est sûr que je vais juste redistribuer ce que je gagne. Je délègue avec le chiffre. Ça me rapporte ceci de déléguer. Je vais me libérer. On dit souvent aux gens, on vous libère pour faire ce que vous aimez. Je me libère uniquement si ça me permet de faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est mon cœur de métier. Et je dois donc savoir à qui déléguer. Pour le savoir, il faut que j'ai testé, que j'ai lu. Une autre astuce, c'est presque tous les spécialistes là, que ce soit les comptables, les avocats, les agences marketing, donnent 30 minutes de rencontres gratuites. Allez les rencontrer, on sauve du temps. Dans 30 minutes, là, je vais apprendre beaucoup. Je garde mes questions et j'arrive, je pose des questions. Dans le 30 minutes, tout le monde est très gentil, on est généreux, on donne beaucoup. Allez profiter de ces 30 minutes à 1 heure là et par la suite, vous saurez quoi déléguer où et à qui. Donc, moi, ce serait ça. Comment le faire? On fait d'abord soi-même, puis on mesure, on sait ce qu'on va gagner là-dessus et on choisit maintenant à qui déléguer parce qu'on saura déjà qui sait faire quoi ou alors qui doit faire quoi. Le CPA, je ne vais jamais le voir pour la tenue de livre. Moi, je dis, quand on va voir le CPA pour la tenue de livre, on est en train de faire une dépense. Ça, c'est un entrepreneur qui n'a pas fait son devoir. Parce que je ne vais pas voir un médecin pour faire une injection. C'est ça. OK. Donc, en fait, si je reformule ce que tu dis, qui est essentiel, hein, c'est d'une part, il faut comprendre la tâche pour la quantifier, la qualifier, pour évaluer la charge de travail à quoi ça correspond, et évaluer la meilleure personne pour le faire. Tout ça pour dégager du temps, pour, comme tu le dis, se concentrer sur son cœur de métier, faire ce qu'on aime faire. Je rajouterais peut-être faire aussi ce qui crée de la valeur pour le projet. Et ça me fait penser à un livre que vous devez connaître, la plupart d'entre vous, moi qui m'a marqué, hein, c'était La semaine de 4 heures, Timothy Ferriss écrivait un livre là-dessus, où il disait il y a 2 lois. Il y a la loi de Pareto et la loi de Parkinson. La loi de Pareto, c'est faire la loi des 20-80, parce que 20% de ce qu'on fait crée 80% de la valeur. Et donc, il dit, je vais évacuer les 80% qui ne créent que 20% de valeur. Mais les 20% qui me restent, je vais appliquer la loi de Parkinson, c'est-à-dire la processisation pour la délégation. Et donc, dans son principe, en faisant cette loi des 20-80 et cette processisation pour la délégation, il peut démontrer qu'il peut gérer un projet 4 heures par semaine. Donc, après, de ces heures qu'on libère, comme tu le dis à juste titre, Audrey, ce n'est pas pour aller en vacances, ou c'est d'abord, en général, en tant qu'entrepreneur, se focaliser sur ce qui crée la valeur. Donc, OK, donc faire la tâche, la quantifier, la qualifier, la déléguer à la bonne personne, se concentrer sur les choses qui créent de la valeur. Alors, toi, Marie, est-ce que tu rencontres, une fois qu'on écoute ça, on se dit, bah oui, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, et ce n'est pas un enjeu, OK. Et qu'est-ce qui fait que quand tu rencontres des gens, est-ce que tu rencontres des gens qui ont du mal à déléguer et pourquoi? Oui, principalement une question de budget, justement, la question de est-ce que ça va réellement me rapporter, est-ce que c'est vraiment mieux que je le délègue plutôt que je le fasse moi, parce que le temps que je lui explique, le temps que blablabla, c'est une vision peut-être plus court terme que long terme, de se dire que au bout d'un moment, de toute façon, la personne sera autonome, entre guillemets, avec nos règles et notre fonctionnement. Si je parle pas nécessairement effectivement entrée de données, donc pas CPA, mais entrée de données. Donc pour tout ce qui est comptabilité, faire entrer toutes les factures et tout ça, ce qui gruge beaucoup de temps en général et qui est souvent ce que les travailleuses et les travailleurs autonomes détestent le plus. mais qui effectivement prend quand même un certain temps à faire. Le frein est de aussi trouver la bonne personne. Mais comment est-ce qu'on trouve cette personne-là? Où est-ce qu'on va? On tape sur Internet, est-ce que, tu sais, qui est fiable, en tout cas, qui est fiable selon nos propres critères? Fait que là, c'est à nous d'évaluer aussi nos critères et c'est par là que je suggérerais fortement de commencer. C'est quoi tes critères? C'est quoi tes besoins? Un peu comme ce que disait Audrey, en fait, d'évaluer nos besoins pour pouvoir après être capable d'aller trouver la bonne personne. Mais il y a une question de budget, puis il y a une question de comment aller trouver cette personne-là. C'est pas mal les 2 gros freins
aller chercher Mais de la sous-traitance. est-ce que tu as observé aussi que tu dis, des fois les personnes sont très court terme, se disent ça va me prendre plus de temps de le déléguer que de le faire moi-même. Mais est-ce que tu observes aussi des fois un manque de confiance en fait? Est-ce que souvent la confiance est un frein à la délégation? Moi, j'ai pas tant l'impression que ce soit ça plus que par où aller trouver cette personne-là. Donc, avant d'avoir confiance en elle, de toute façon, on part de zéro. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la confiance comme telle que de savoir où aller chercher cette personne-là. Puis, hormis par des références, moi, c'est comme ça que je vais chercher les personnes, c'est je vais demander en fait à mon réseau. Mais ça va être beaucoup plus ça puis une question de budget, mais pour moi, je pense que le budget est plus parce qu'on ne sait pas nécessairement. On n'a pas répondu à toutes les questions qui étaient justement, est-ce que ça va être vraiment pertinent pour ma business, puis pour ce que je veux développer? Est-ce que c'est toutes ces questions qu'on peut se poser avant d'aller chercher de la sous-traitance? Mais ce n'est pas Ok, tant une question de confiance que plus que où est-ce que je vais chercher cette personne-là. ok. Parce que les chiffres, quand même, il y a un certain aspect de confidentialité aussi dans les chiffres. Donc, Oui, si on part du côté juste comptabilité, mais il y a plein de façons de déléguer. Il y a tout ce qui est adjointe administrative, gestion des réseaux sociaux, qui est aussi beaucoup de temps, qui gruge beaucoup de temps pour les travailleuses et travailleurs ouais. autonomes. Il y a tout ce qui est aussi niveau légal, puisque la loi 25, mon Dieu, j'espère que je vous apprends rien, mais qui est sortie, ben, ça fait déjà un bout, là, mais donc là, c'est officiel qu'il faut vraiment faire les choses. Et donc, ça passe je ne veux pas dire à chaque fois, mais obligatoirement quasiment par un avocat ou une avocate, parce qu'il y a certaines règles à suivre, c'est au niveau de la confidentialité sur site Internet, mais pas juste site Internet aussi, la gestion de toutes les données qu'on peut avoir sur nos fournisseurs, clients et tout ça. Donc, puis quand je dis données, c'est un nom, un prénom, une adresse courriel. Hein. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il y a plein de choses comme ça, mais là, on est obligé de le déléguer. Seulement à qui on va, enfin, vers qui on s'en va, vers quelle porte on frappe en fait. Donc Mm. Ok, c'est plein de choses qui entourent les autres tâches connexes, comme j'aime à l'appeler, auprès des travailleurs et travailleuses autonomes. ok. Alors, par rapport à ce que vient de nous dire Marie, Audrey, quand on est travailleur autonome, comment on arrive à concilier je dirais, ce besoin d'expertise, ce besoin de déléguer avec ces contraintes budgétaires? Parce qu'on sait que quand on est travailleur autonome, en général, on ne génère pas des milliards de dollars tout de suite. Ça prend 15 jours. Donc, en attendant ces 15 jours, comment on arrive à concilier les deux, en fait? Le fait de vouloir déléguer, le fait de pouvoir financer la délégation. Oui, je dirais que c'est comme si on a fait, comme on a dit, son plan, qu'on a regardé dans notre industrie, on a regardé d'abord de quoi nous avons besoin, on a compris, on sait qui le fait, ça sera facile pour nous d'aller savoir et de respecter notre budget parce qu'on aura calculé ce qu'on va gagner versus en déléguant. Mettons, par exemple, il y a des entrepreneurs, si je prends le domaine de la tenue de livre, si je suis en train de chercher à la faire moi-même parce que je n'ai pas le budget, je ne sais pas à qui la confier, peut-être je ne sais même pas combien ça coûte de déléguer cette tâche-là, ben, je suis en train de perdre un énorme temps parce qu'en plus, je me dis, la confiance, c'est mes chiffres, aller les donner à quelqu'un, donc je ne suis pas sûre que ça sera correct et tout. Mais non seulement je suis sûrement en train de faire des erreurs, non seulement je suis en train de perdre mon temps, je suis aussi en train de perdre de l'argent. Et à un moment donné, tellement je vais avoir accumulé toutes ces erreurs et tout ce travail-là que ça va devenir vraiment coûteux. Alors que j'ai un petit budget, je m'en vais plutôt voir une personne et je lui dis, fais-moi par exemple un canevas ou bâtis-moi le système et montre-moi comment ça se fait. Montre-moi même, tu sais, peut-être par exemple en tenue de livre, on a 1 heure. On peut montrer à quelqu'un comment fonctionne un QuickBooks et l'entrepreneur va comprendre. Et par la suite, ben, on fait des petits appels de 15 minutes. Là, je veux juste savoir, c'est sûr qu'on ne va pas aller vous facturer ce 15 minutes-là. On n'est pas des avocats.
Donc, vous allez quand même pouvoir avoir la connaissance et savoir que vous êtes en train de faire la bonne chose. Ça, ce que j'aime à Agora Alliance, on dit, c'est la bonne chose qu'on va multiplier. Ne continuez pas sans que vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne chose que vous faites. Alors, appelez, demandez plutôt pour respecter le budget qu'un expert vous enseigne à le faire. Ça va vous faire 1 heure, 2 heures, et puis vous allez maintenant faire la bonne chose par vous-même. C'est ça une bonne conciliation, budget et expertise. Au moins, c'est comme une des approches là qu'on peut voir ici. Sinon, il y a aussi des outils gratuits. Il y a plusieurs outils que nous pouvons tester gratuitement. Tu sais, il y a même Canva gratuit, si je veux moi-même faire quelques visuels pour publier et essayer. ChatGPT est venu, Dieu merci, on peut faire plein d'affaires. Tu sais, moi, je lis tellement de choses. Écoutez, il y a déjà même des vidéos. On peut carrément tourner une vidéo de ce qu'on veut dire. On écrit juste un mot, voici ce que je fais. Il bâtit tout le script. Un site comme c'est Visla que j'ai découvert dernièrement. Et il est capable de faire un film. Donc, et nous allons, si le monde aime la vidéo aujourd'hui, les gens comme moi qui n'aiment pas la caméra, ben on a ces options-là et ça sera gratuit. C'est au moins le message va passer. Par la suite, j'aurai les moyens de peaufiner, j'aurai les moyens de remettre toutes les compagnies à un moment donné disent, nous avons refait notre image de marque. Alors, on passe à l'action, on n'est pas parfait et on respecte notre budget avec des astuces comme celle-là. OK. Marie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette conciliation budget, besoin de délégation qu'est-ce que tu observes? Est-ce que des fois, c'est des fois difficile pour les travailleurs autonomes de faire cette part des choses, en fait? Ben, c'est parce que beaucoup, pour moi, ce que je vois, la plus grosse problématique qui revient très souvent, c'est que les gens sont formés sur leur corps de métier, mais pas sur tout le reste. Et le problème, c'est justement de ne pas savoir comment on fait une entrée de données aussi basique qu'entrer une facture dans le système. Donc, effectivement, c'est d'aller se faire former soit par des professionnels comme Audrey avec son équipe, soit c'est d'aller prendre des formations à côté. Il existe aussi l'accompagnement avec Revenu Québec, donc qui peuvent aider pour tout ce qui est TPS TVQ, pour le démarrage aussi. J'ai pas suivi moi-même cet accompagnement-là, mais je sais qu'il existe. Puis évidemment, il est gratuit. Donc, ça peut être un bon moyen aussi de démarrer. C'est sûr que c'est très local par rapport au Québec, là, mais ça peut être quand même un soutien de ce côté-là. Mais sinon, c'est effectivement d'aller suivre de l'accompagnement spécifique ou général, plus comme moi, ce que je peux offrir qui est plus général pour envoyer vers les bonnes portes, mais sinon très spécifique comme ce que Audrey offre, parce que c'est vraiment là où il y a la problématique qui est toutes les autres tâches, comme je le disais tantôt, qu'on n'est pas formé pour ces tâches-là et pourtant elles sont cruciales, sauf si on suit une formation en lancement d'entreprise et tout ça, mais même à ça, on n'apprend pas nécessairement les règles dans la comptabilité ou les règles de base d'entrée de données, qui sont des éléments qui nous semblent après évidents, mais quand on se lance, on le sait pas, on fait comme je veux être designer graphique, bon, ben, je me lance designer graphique. OK, mais comment je vais aller chercher mes clients? Comment je vais... Toutes ces questions-là, on parlait avec le plan, ça aide à se poser certaines questions, mais ça peut pas répondre à tout. Puis, tout ce qui est ces tâches-là qu'on pourrait déléguer, moi, je suis d'accord avec Audrey, qui est de se mettre, nous, les mains dedans, pour comme mieux savoir c'est quoi la réalité, parce que si on délègue quelque chose dans lequel on comprend même pas comment ça fonctionne, ben, on peut pas nécessairement, on va prendre pour acquis que ce que la personne va nous dire, c'est la bonne parole, entre guillemets, en tout cas, sans pouvoir le remettre en question et sans pouvoir avoir son propre jugement sur, sur à nouveau, les mains sur le volant de notre bateau, parce que je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais c'est ça, pour pouvoir être capable, en fait, de mener notre bateau dans la direction dans laquelle on veut. Même si on délègue les choses, ça ne veut pas dire de lâcher complètement tout et ça ne veut pas dire d'être control freak non plus. C'est juste de savoir, OK, c'est ça mes chiffres ou c'est ça ce que la personne me présente. Est-ce que oui, c'est bon, c'est pas bon? D'être capable de se faire une tête, en fait, là-dessus. Je pense que j'ai un peu dérivé, là, mais... Non, mais
Non, je refais le lien par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que globalement, déjà, tu cites Revenu Québec qui peut apporter du soutien gratuitement, donc c'est une bonne piste. Audrey, elle l'a dit juste un peu avant en disant, il y a des avocats, il y a des comptables qui proposent des demi-heures, des heures gratuites, il faut y aller. Eux, ça fait partie de leur investissement commercial. Et puis vous, en tant que travailleur autonome, c'est une manière d'avoir au moins un garde-fou, d'éclaircir un point particulier. Comme on dit, hein, la meilleure manière d'avoir une réponse, c'est de poser la question. Et déjà, le fait de se poser la question, c'est d'avoir la moitié de la réponse. Donc, déjà, quand on se pose les bonnes questions et quand on sait ce qu'on cherche, c'est là ce qu'on trouve. Donc ça, c'est le point. Mais si on dit au-delà de ces gratuités, de ces aides que l'on peut avoir à travers différents types d'organismes, etc., Audrey, est-ce que tu aurais en tête un peu qu'est-ce que ça coûte un comptable, qu'est-ce que ça coûte un avocat, un fiscaliste? En moyenne, hein, les prix sont sûrement très variés, mais globalement, pour un travailleur autonome qui voudrait déléguer à un comptable un certain nombre de tâches ou un fiscaliste pour avoir un conseil particulier ou un avocat dans le domaine légal, la loi C25, etc., etc., est-ce que tu as une idée un peu à nous partager sur les tarifs pratiqués aujourd'hui au Québec? Je pense, oui, je peux, avec mon expérience et des professionnels avec lesquels je travaille, je vais vous dire que il y a plusieurs, même dans les services juridiques, là, plusieurs avocats qui essayent de s'adapter, de rendre leur service accessible même au niveau des travailleurs autonomes. J'ai par exemple un avocat qui fait des packages, hein, ou alors on fait un abonnement avec lui où on prend un accompagnement, un suivi mensuel. Si on a des questions, on va les lui poser chaque mois. Et là-dedans, il va faire la rédaction de contrats. Euh, euh, Gratuite. On a comme 3 contrats, je crois, qu'il peut aller faire en prenant ce petit accompagnement-là où il va aller dire qu'il y a quelque chose comme un 200 $ par mois. Donc, on peut aller prendre cet abonnement avec 200 $ le mois comme ça. On va avoir nos contrats types. On va avoir des conseils dans ce mois-là. Après, on peut arrêter aussi à tout moment. C'est d'entendre. On a en général, l'avocat, il peut aller de 150 $ à 250 $ l'heure quand on s'en va faire une consultation. En comptabilité, tout dépend. Est-ce que mettons, si c'est une personne qui fait de la tenue de livre, on va aller voir, est-ce que c'est quelqu'un qui a un bac, donc qui peut m'amener plus loin dans le conseil? Est-ce que c'est un technicien avec peut-être DEP en comptabilité? Lui, il va juste faire la tenue de livre, entrée de données. Il ne va pas vraiment faire d'analyse quelque part là pour vous aider. Donc, pour essayer de faire communiquer tous les aspects de l'entreprise. Ça va vraiment faire de l'entrée de données tout simplement. Donc là, on va aller avoir des tarifs qui vont varier. On peut aller trouver même parfois des 30 $ l'heure des travailleurs autonomes qui offrent les services d'entrée de données à peut-être les 80 $ l'heure. Si c'est un CPA maintenant, on va le voir pour un conseil et on va facilement aller dans les 100 $, 150 $ l'heure aussi. C'est comme pour économiser, c'est souvent aller rencontrer ces experts-là et essayer de voir s'il y a des forfaits. S'il y a un forfait, s'il y a un abonnement qui fait que soit je vais faire par moi-même et je vous ai de disponible pour m'accompagner, donc pour des questions. Une fois qu'on paye comme une espèce d'abonnement comme ça, les gens ne vont plus compter les heures. Et là, nous, on a le droit de poser toutes nos questions. Mettons que les premiers mois, on sait que vous allez poser des questions, mais après, ça va commencer à se placer et vous n'aurez peut-être plus besoin de temps de formation parce que vous allez comprendre et tout. Et quand le moment de déléguer va arriver avec les moyens que vous aurez réunis, vous allez maintenant savoir. Et puis, le lien aura été créé. Le lien de confiance sera fort parce que, vous savez, quand quelqu'un vous a accompagné du début, quand il n'y avait même pas encore de moyens, il a cru en vous, il a investi en vous. Je crois qu'il y a quelque chose qui se crée là, quelque chose de fort qu'on va garder et ça va être plus facile de parler à cette personne. Ce que j'aime dans notre métier, par exemple, la comptabilité, c'est qu'il y a le chiffre
et il y a la situation de l'entreprise, donc la relation. Je me dis toujours, le comptable, là, j'ai quitté la finance pour virer en comptabilité parce que le comptable, j'ai comme trouvé que c'est lui qui ouvre l'entreprise et c'est lui qui la ferme. Tu sais, si ça va bien, il est là. Quand ça va très mal, il sera là parce que c'est lui qui doit fermer la porte pour dire que là, tout est vraiment fini. C'est important de bâtir ces parties-là et les tarifs malgré les taux horaires, il y a plusieurs possibilités maintenant dans les cabinets avec des forfaits qu'on peut aller chercher. OK. Parfait. Merci, merci Audrey. Donc, Marie, sur ce dernier point-là, est-ce qu'il existe toutefois des aides financières qui permettent par exemple, il y a une question sur la loi 25 avec une question, doit-on s'adresser à un avocat en affaires? Si la réponse est oui, est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui qui sont là pour financer des appels à des spécialistes en fiscalité, en légal, en comptabilité ou pas? J'aimerais tellement répondre oui. La seule aide que moi je connaissais, parce que j'étais sur un comité pour justement sélectionner cette aide-là, c'était le STA, la subvention au travail autonome. J'en parle au passé parce qu'il semblerait qu'elle soit arrêtée. Et ça permettait d'avoir... Ouais, c'est ça. Il semblerait... Je mets du conditionnel, mais en tout cas, c'est ça. Pour tout ce qui est du reste, à ma connaissance, il existe le PECAN qui est plus pour tout ce qui est site internet et tout ça. Enfin, en tout cas numérique. J'extrapole, là, je ne suis pas une pro là-dedans, là, mais il y a le PECAN, donc PCAN. Mais pour tout ce qui est justement soutien auprès des spécialistes, pas à ma connaissance. Le meilleur moyen, ça serait d'appeler Service Québec si vous avez un peu de temps devant vous et de nous transférer l'information. Je serais ravie de le savoir, pour pouvoir prôner cette belle nouvelle-là, mais pas à ma connaissance. Par contre, oui, effectivement, il y a deux aspects. C'est qu'il y a le côté, oui, d'aller voir un avocat ou une avocate spécialisée en affaires pour ce volet-là, parce qu'on parle de politique de confidentialité et on parle de politique des cookies. Mais pour tout ce qui est, par contre, il y a tout ce qui est la gestion de la base de données, en fait. Donc, sur comment vous utilisez vos données, qu'est-ce que vous faites avec, quels sont les intervenants tiers, donc que ça soit, j'en sais rien, Google Agenda ou Google ou Calendly ou tous les intervenants de cette base de données-là. Donc, vous devez être capable, en fait, de dire, voici les intervenants, voici ce que je fais des données, voici, c'est une transparence complète des données qui vous sont fournies pour plein de raisons, là, mais c'est beaucoup ça. Donc, l'avocat peut faire une partie, mais après, il y a des formations qui existent, il y a des webinaires qui ont été donnés gratuitement sur le sujet, justement, pour aider à savoir quoi faire. Je pourrais toujours vous nommer plusieurs noms, là, mais ça, il suffit de trouver, enfin, de chercher, puis il y a de l'info. Parfait. Merci, merci Marie. Donc, on est arrivé un peu à la fin de ce tour d'horizon. Donc, avant de laisser la place pour les questions, c'est de se dire, globalement, c'est important de prendre au sérieux ces actions légales, comptables, fiscales, parce que c'est la confiance que l'on a vis-à-vis de son projet, vis-à-vis de la confiance qu'on va donner vis-à-vis de son écosystème d'affaires. La meilleure manière, c'est d'avoir un plan, et d'avoir un plan sans être enfermé dans son plan. C'est de se poser la bonne question de qu'est-ce qui est important de faire les bonnes choses avant de bien faire les choses et de le faire par soi-même au début pour pouvoir quantifier la tâche, savoir quelle est la nature de la tâche, de savoir à qui la déléguer, à quel moment, qu'il existe des solutions de financement ou de gratuité, on va dire, plutôt de gratuité et d'en profiter. Il y a des outils gratuits, il y a comme tu disais Marie, il y a beaucoup de ressources sur Internet. Aujourd'hui, vous posez n'importe quelle question et ChatGPT est là pour le dire aussi. Aujourd'hui, vous posez une question, vous avez une réponse. Donc, moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avant, il fallait aller à la bibliothèque pour aller chercher une information qu'on ne trouverait jamais. Donc, globalement, le monde va aussi en s'améliorant sur certains aspects, pas tous, mais il y a du mieux pour certains aspects. Donc, et puis, cet aspect de délégation, voilà, déléguer n'exclut pas le contrôle, donc il faut être vigilant aussi. Mais trouver les bonnes personnes à travers, comme le disait Marie, fédérer son réseau autour de soi pour trouver les bonnes personnes pour le bon besoin, la bonne tâche. Mais
et piloter. En fait, vous êtes, en tant que travailleur autonome, vous êtes chef d'entreprise, entre guillemets, vous êtes le garant du bon fonctionnement de l'entreprise et cette dimension-là, légale, fiscale, juridique, comptable, est une partie prenante de la réussite de votre projet. Donc, elle doit être prise autant au sérieux que le développement des affaires, que la production quand vous voulez produire des choses, etc., etc. Je vais finir cette synthèse-là et vous donner la parole pour les personnes qui auraient des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement ou à écrire dans le chat. J'avais la question du C25 qui disait est-ce qu'on doit obligatoirement faire appel à un avocat pour se mettre en conformité avec la loi 25? Marie ou Audrey? Ben, comme je le disais, ça va dépendre de ce qu'on fait, de ce qu'on a, si on a un site internet ou pas. Moi j'ai fait affaire avec une avocate. Parce que j'aime que les choses soient bien faites, je suis pas une avocate, je connais pas les lois ni rien, donc puis parce que je veux c'est ça, que ça soit clair par rapport à parce que ça comprend quand même beaucoup de points, hein. Mais comme je le disais, oui, si on a besoin de l'afficher, tout ça, par contre, il y a aussi toute la gestion de la base de données. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le chat pour de l'aide au niveau de la loi 25. C'est plein de checkpoints, entre guillemets, pour la procédure, la façon de faire pour rien oublier. Parce que ça dépend de ce qu'on a, si on a un site internet ou pas, mais on a quand même de toute façon une utilisation de données, que ça soit dans nos clients, comme Audrey pourrait en parler par rapport à si on utilise QuickBooks pour sa comptabilité, c'est QuickBooks qui a nos données. Donc, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a une perte une fuite de données, c'est tout ça auquel il faut penser. Donc, Okay. sur ce site, mesprocédures.ca, il y a plein de choses qui sont pertinentes et très bien détaillées. Donc, oui, mais pas que. Puis, ça dépend de ce qu'on a. Et ça, sans donner des secrets, mais le fait de te faire accompagner sur la loi 25 par un avocat, qu'est-ce que ça t'a coûté? Alors, attends, parce que j'ai eu affaire pour plusieurs contrats. Moi, ça m'a coûté, parce que ça dépendait des trucs, entre 500 et 1000. Je crois que c'était 700 celui-là. Okay. Pas dire de bêtises. Mais c'est à peu près ça, de toute façon, pour un contrat. Puis, ça fait 2 ans qu'il est là, puis à peu près, un peu moins. Okay. Donc, à peu près 700, 800 $ pour avoir un accompagnement sur ce sujet bien particulier, en fait. Pour avoir une politique de confidentialité sur le site Internet. OK. Accompagnement moyen, mais en tout cas, la chose a été faite. OK. Mais là, je ne parle pas d'un accompagnement sur toutes les choses et les procédures qu'il y a à faire. Non, c'est pour le contrat de politique de confidentialité sur le site Internet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Et puis peut-être rappeler, il y a la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Souvent, ils ont aussi ils ont des programmes, là, ils répondent aux questions des entrepreneurs et ils ont même des ressources pour vous accompagner gratuitement. Là. Être membre là-dedans, c'est comme 34 $ par mois. Et puis, on peut vraiment appeler là-bas et que ce soit pour faire la paye, ils donnent. Et c'est eux-mêmes qui luttent beaucoup pour les entreprises. Là, même si vous avez vu pendant la COVID, là, ils ont beaucoup lutté pour que les gens aient le 40 000 et ceci. Donc, eux, ils sont aussi une ressource là pour l'entreprise indépendante. Je suis sûre qu'ils ont un département qui peut aider pour la loi A25. OK, parfait. Merci pour cette info, Audrey. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous empêchent de dormir par rapport à ces sujets, ce qu'on a appelé les joyeusetés dans le titre de ce webinaire? Ouais. Moi, j'ai écrit dans le chat, mais je vais peut-être te poser ma question à voix haute, ce sera plus simple. Oui. En fait, je me demandais juste à partir de quand, Audrey, est-ce que tu conseillais qu'on passe par un comptable? Est-ce que c'est en phase de pré-démarrage, quand on a encore fait 0 vente, ou c'est à partir d'un certain nombre de ventes, ou à partir d'un certain montant, je ne sais pas. OK. Je dirais que ça dépend du plan. Tout est dans ce plan-là. Je veux aller où?
Parce que si dans mon plan, ben moi, je vais juste faire mon revenu, c'est pour moi, ça reste travail autonome, je vais prendre tout ce revenu, je vais l'utiliser, puis, tu sais, je vais faire quelques dépenses et c'est tout. Ben, c'est sûr que à ce moment-là, je n'ai pas vraiment besoin d'aller payer, voir un comptable et tout, parce qu'il y a beaucoup de ressources où je peux trouver de l'aide. Et comme je disais, les 30 minutes gratuites, là, ça peut certainement m'aider à placer mon affaire. Si maintenant je vois que peut-être qu'il y aura, je peux aller plus loin. Je veux faire un plan, je veux investir, je veux avancer. Je voudrais que ma compagnie connaisse une croissance. J'ai des ambitions que je voudrais valider quand même. Alors, je vais aller rencontrer quelqu'un. Je vais dire, peut-être, ça serait bien soit d'aller apprendre, comme on a dit là, à faire la bonne chose pour continuer. Et là, quand ça sera juste une question de temps, je n'ai plus de temps de le faire moi-même, je vais déléguer. Soit je vais simplement déléguer parce que je prends le taureau par les cornes, moi, je me lance dans ma vente, dans mon développement d'affaires. Je ne veux pas m'encombrer avec ça. Je voudrais juste que le comptable me dise comment ça avance parce qu'il faudra que je valide mes chiffres au fur et à mesure que j'avance. Donc, tout dépend de mon projet, de ma destination où je veux aller là. Si c'est pas... on le sait, c'est comme, c'est comme je dirais qu'on le sait là, quand est-ce on peut aller consulter. On n'est pas là non plus pour dépenser comme pour rien. Là. Je pourrais me permettre juste une petite nuance. Par contre, sur avant de laisser Marie-Chantal poser sa question, sur peut-être la fin d'année pour les impôts, parce qu'il y a quand même plein de nuances que la travailleuse autonome ou le travailleur autonome peut apporter dépendamment de sa situation. Donc, effectivement, pour toute son année, qu'il soit autonome, ça ne change rien. Mais pour tout ce qui est des dépenses, de ce qu'on peut enlever, pas enlever, il y a plein de nuances. Donc, peut-être j'amènerai C'est juste ça une le 30 minutes. peut-être consulter ça. Allez, on Il y va a le te 30 donner ça minutes. dans le 30 minutes là. Préparez le 30 minutes. C'est ça. OK, merci. Alors, Marie-Chantal, visiblement, tu as une question. Oui, j'ai une question. Tantôt, quand Audrey parlait de croissance, quand j'ai besoin euh, d'avoir de l'info comptable en lien avec ma croissance, parce que je pose cette question parce que j'ai déjà entendu des personnes dire, ah, je suis allé voir mon comptable pour qu'il m'aide à développer mon entreprise. Mais concrètement parlant, ça veut dire quoi? Euh, Ils sont allés voir le comptable, que le comptable aide à développer l'entreprise. Exactement. Et là, tu faisais allusion à la croissance. Mais quand on parle de croissance, concrètement parlant, à quoi tu fais référence pour que ce soit plus... Oui. quelqu'un qui n'est pas habitué aux chiffres et puis à la Mhm. comptabilité, là, c'est encore... c'est un peu comme technique. Et puis... OK, OK. Bon, là, ici, là, si on peut dire simplement, la croissance, c'est le chiffre d'affaires, c'est mes ventes. Je veux augmenter mes ventes. Je veux, tu sais, et quand j'augmente mes ventes, je veux garder cet argent. C'est ça qu'on va faire. Est-ce que je vends et je redonne, donc finalement, moi, j'ai rien, mes comptes bancaires sont vides, ou alors est-ce que je vends et l'argent reste et je peux soit le réinvestir, soit me payer, soit... Et là, maintenant, le comptable va venir aider, on va bâtir ce programme-là ensemble de voici ce que nous voulons atteindre comme chiffre, comme objectif dans notre plan, comment on fait pour l'atteindre et comment on va faire pour conserver notre argent pour nous. Donc, c'est ça, on va aller voir les optimisations fiscales, c'est-à-dire comment payer le juste impôt. C'est pas payer moins d'impôts, là, c'est payer le juste impôt. Parce que si je paye l'impôt, c'est parce que j'ai fait de l'argent. Et là, c'est une très bonne nouvelle. Alors, oh, je m'arrange juste à payer le juste impôt en mettant des plans autour de ça. Si je n'ai pas besoin d'argent, il y a les REER et ainsi de suite qu'on va faire. Donc, c'est ça, quand ils vous disent, ils s'en vont voir le comptable, c'est qu'on va bâtir un budget de trésorerie, on va bâtir un budget prévisionnel pour savoir où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on met en place comme activité pour garder l'argent. Je vais juste peut-être rapporter un complément avant de donner la parole à Aurélie. Marie-Chantal, en fait,
Moi, dans ma vie, j'ai accompagné des entreprises de croissance dans la technologie. Donc, comme on dit, l'argent est important pour tous les projets, mais il est d'autant plus important pour les entreprises en croissance. En fait, un accompagnement que va apporter un comptable, c'est notamment par rapport à des politiques d'investissement. C'est de se dire, si je veux acheter un matériel supplémentaire, si je veux embaucher quelqu'un en plus, si je veux prendre un nouveau local, etc., ça a une incidence sur la trésorerie et donc sur le besoin en fonds de roulement aussi entre les encours clients et les encours fournisseurs. À quel rythme l'argent rentre de la part des clients, à quel rythme il sort vis-à-vis des fournisseurs. Et ça, quelque part, quelqu'un qui n'a pas encore l'habitude de gérer, comme on dit, le cash flow, le flux, il y a des gens qui prennent des décisions trop tôt et qui mettent la trésorerie à mal parce qu'ils n'ont pas anticipé que les paiements ne vont pas au rythme où ils espèrent. Ils disent, mais j'ai fait du chiffre, mais l'argent n'est pas là. Et alors que le fournisseur lui demande d'être payé tout de suite. Donc, rien que cet aspect-là, le comptable, s'il a une expérience financière, ce n'est pas le cas de tous les comptables. Il y a des comptables qui sont vraiment bas niveau, comme je dirais, c'est-à-dire qu'ils font juste la mise en conformité avec la loi, mais ils n'ont pas de vision stratégique. Donc, il y a comptable et comptable. Mais un comptable qui accompagne dans le développement de la croissance d'une entreprise, c'est quelqu'un qui comprend les flux, qui comprend comment structurer un mode de financement avec de la marge de crédit, de l'emprunt, tous les outils qui sont à disposition pour accompagner l'entreprise à chacune des étapes de ses développements, de ses croissances et de ses investissements, tout en garantissant la trésorerie. Parce que le nerf de la guerre, avant tout, c'est la trésorerie. Donc, c'est aussi dans ce registre-là où un comptable peut être vraiment un bon conseiller, si tant est qu'il en ait la compétence, et ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, Aurélie. Oui, déjà vous connaissez un peu mon entreprise et tout ça, donc vous savez un peu, voilà. Moi j'avais plein de questions, mais des questions personnelles ou sur mon entreprise, je pense que c'est pas le lieu ce soir. Moi j'avais deux questions. Est-ce que il existe un guide pour apprendre la comptabilité quand on est dirigeant d'une PME ou d'un OBNL? Actuellement je suis en France et j'ai trouvé des bouquins genre comptabilité pour les nuls, apprendre à diriger une entreprise vraiment qui est comme le B à bas parce que quand on monte une PME ou une entreprise, en fait, on apprend sur le tas et puis ça fait vraiment touriste et amateur. Moi, je me sens vraiment amateur. J'ai des déclarations d'impôts en retard, j'ai la compta pas à jour, je la fais une fois par année. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, est-ce qu'il existe un guide où on dit, bah voilà, chapitre 1, on fait ça, le logiciel, truc comme ça, un bouquin? Et deuxième question, c'était comment trouver un comptable justement capable de donner des conseils parce que moi, je suis déjà contente, j'ai un comptable qui arrive à faire ma comptabilité correctement, parce que j'en ai écumé 3 avant où je me suis faite même ghoster par des comptables quand même. Mais le step suivant, c'est de me donner des conseils justement sur une stratégie qui correspond à la stratégie de l'entreprise. Et ça, je ne sais pas où trouver ça. Dans mon réseau, j'ai pas ça. Donc, je me demandais, est-ce que vous en connaissez ou est-ce qu'on peut passer par Entreprendre ici, qui serait capable de, eux, nous donner des références? Voilà. Je vais peut-être laisser peut-être Anne-Solène répondre là-dessus. Peut-être sur l'écosystème. Comment on fait pour trouver un bon comptable? Marie l'a dit, en fait, c'est par référence, en fait. Ouais, C'est c'est se par faire. référence, hein. Enfin, aujourd'hui, on en a une en ligne qui est capable de répondre à vos questions, là. Donc, peut-être ça vaudrait le coup de prendre un 30 minutes avec elle, justement. Peut-être, Audrey, tu peux mettre ton calendrier. Il n'y a pas d'engagement, Aurélie, dans quoi que ce soit, là. Mais Audrey offre des 30 minutes où elle pourra répondre à tes questions. Elle le propose depuis le début de la rencontre. Donc, Audrey, si tu peux partager ton lien Calendly dans le chat, de la même façon, Marie, si tu en as un aussi, si les gens ont des questions comme ça rapides, et puis peut-être que Audrey pourra te recommander. Après, on a plusieurs personnes qui font le métier de comptable et on y va à la recommandation en fonction du fit humain, c'est super important. Parfois de la taille de l'entreprise aussi. Hein, on a des CPA aussi dans le réseau, ce que Audrey n'est pas, même si elle travaille aussi quand même dans son équipe avec des CPA. Donc, en fait, on nous-mêmes plusieurs références parce qu'on a nous-mêmes testé plusieurs cabinets. Puis la raison pour laquelle on travaille avec plusieurs, c'est pas parce qu'on n'est pas content d'un l'un ou l'autre, c'est que c'est important pour nous ce fit humain
et relatifs à la taille de l'entreprise et des besoins, comme effectivement disait Jean-David, d'accompagner à un autre niveau ou d'être dans un mode juste de tenue de livre, selon le niveau et la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes, en fait. Et puis, pour répondre à ta question, Aurélie, des livres, il en existe, mais tu connais notre recommandation, hein. La vocation d'un entrepreneur, c'est pas de devenir l'expert d'un sujet qu'il n'aime pas et sur lequel il sera jamais au top niveau, c'est de déléguer. Donc, le fait de comprendre les rudiments, comme l'a dit Audrey, comprendre les tâches, etc., c'est important. Mais plus vite tu peux déléguer, mieux c'est, parce que ce sera jamais ton métier, jamais ta tasse de thé, comme on dit. Donc, n'investis pas du temps et de l'énergie à devenir comptable. C'est ça, parce que, comme je disais, moi, les formations, je suis, c'est comme je teste plusieurs affaires. J'achète des formations et tout. Parfois, c'est enregistré. On les achète, des entrepreneurs, ils ont ça. On achète beaucoup de formations. Là, c'est tellement bien présenté. La page de vente est belle. Si je lis ce cours-ci, bien sûr que demain, je suis la reine du marketing en ligne. J'achète ces formations et puis après, dès qu'on finit l'achat, là, on stocke, c'est fini. On ne s'en va plus faire le reste on ne fait pas les cours. Donc, si en plus c'est un sujet qu'on n'aime pas, on nous dit, vous allez faire vous-même ce cours quand vous voulez, comme vous voulez. OK, qui s'en va faire ce qu'il n'aime pas? Donc, cours comme ça, je ne vais jamais aller le faire. Il n'y a même pas d'évaluation, il n'y a rien, personne ne me demande. Donc, c'est plus aller rencontrer une personne. On vous montre ça direct, pratique. Si vous faites dans un fichier, on vous aide à placer ce fichier-là pour que ce soit possible de le faire vous-même, pour que, même quand ce sont des questions stratégiques, oui, allez poser des questions. Vous allez voir, ça va être bien plus facile que aller lire des cours dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Je lis quoi et je ne lis pas quoi. C'est ça. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Audrey et Marie pour votre contribution pratico-pratique, d'expérience et pas dogmatique, académique, en disant il n'y a qu'à Faucon. Et donc, vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sur notre site si vous voulez le réécouter, sur la page événements. Il y a tous les webinaires qu'on a pu faire depuis 3 ans qui figurent. Et puis voilà, donnez-vous l'occasion de faire les bonnes choses avant de bien faire les choses. On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Donc, dès que vous êtes capable de déléguer et concentrez-vous sur là où vous avez votre talent. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Déléguer, c'est contrôler aussi. Mais ne perdez pas trop de temps à vouloir vous inventer, vous développer une compétence qui n'est pas ce qui vous correspond. Donc, je pense que c'est ça l'enseignement clé, en fait, de ce webinaire, c'est savoir déléguer. Et bon, ceux qui nous connaissent savent que c'est une religion chez nous d'inciter les personnes à déléguer le plus possible, mais tout en arrivant à réconcilier les contraintes budgétaires, etc. C'est pour ça qu'on doit toujours déléguer sur des choses essentielles. C'est-à-dire, c'est pas je délègue pour me débarrasser de quelque chose qui n'est pas essentiel, parce qu'on n'a pas les moyens de payer de quelque chose qui n'est pas essentiel. Hein? Donc, les bonnes choses avant de bien faire les choses. Merci. Et puis, Jean-David, avant que tu termines, ceux qui sont là, s'ils ont besoin, par exemple, ceux qui n'ont pas de comment suivre leur tenue de livre et tout, on a un fichier qui est Excel, qui est bâti avec un modèle de facture, avec calcul des taxes, qui vont faire leur état de résultat au fur et à mesure, mois par mois, je peux leur donner gratuitement pour tout ce qui était présent là. Donc, et puis, donc, quand ils vont prendre le 30 minutes, ils vont venir voir comment ça marche. Je pourrais leur montrer ça là avec plaisir. Merci Audrey pour cette offre généreuse. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et puis, restez connectés. Oui, Marie? Moi, je voulais juste dire que pour celles et ceux qui sont autour de Montréal, il y a la grande soirée des travailleurs et travailleuses autonomes à Montréal Cowork. Donc, il y a plusieurs ateliers. Moi, je donnerai un atelier sur l'écosystème qui existe pour les travailleuses et travailleurs autonomes. Et il y a plein d'autres ateliers super pertinents aussi. Donc, super. Super. Merci pour l'information. Et puis, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page LinkedIn ou Facebook d'Agora Alliance, c'est le moment parce qu'il va se passer beaucoup d'actualités dans les prochaines semaines.
et notamment un événement en janvier. J'en en dis pas plus, rien que pour susciter votre curiosité. Il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Ben, Voilà, mais merci beaucoup. Bonne journée et que la force soit avec vous. Et n'ayez plus peur de la comptabilité, de la fiscalité. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider.